En 1897, au cœur des collines brumeuses de la Dordogne, là où les forêts épaisses étouffaient la lumière du soleil et où les chemins boueux semblaient avaler les voyageurs imprudents, se dressait le château de Belle-Ombre, une demeure isolée dont les habitants vivaient dans un luxe aussi ostentatoire que sinistre. Depuis des décennies, les habitants du village voisin de Saint-Roch chuchotaient des histoires sur la famille Delambre, une lignée d'aristocrates décadents dont la richesse semblait croître mystérieusement alors même que leurs terres se stérilisaient et que leurs alliances commerciales échouaient. Nul ne savait vraiment d'où provenaient les fonds qui entretenaient leur style de vie extravagant, ni pourquoi des voyageurs en route vers Bordeaux disparaissaient parfois après avoir accepté l'hospitalité du château. L'histoire commence une nuit d'automne glacial, lorsque Juliette Morel, jeune héritière désargentée d'une petite exploitation vinicole ruinée par le phylloxéra, épousa Adrien Delambre, le dernier fils du patriarche Auguste, dans l'espoir d'offrir un avenir plus stable à sa famille. Elle ignorait que ce mariage la lierait à l'un des secrets les plus macabres de la Troisième République. Adrien, homme au visage angélique et aux yeux d'un bleu presque translucide, était respecté dans les cercles parisiens pour son érudition et ses dons pour la finance, mais ceux qui le connaissaient intimement parlaient d'un tempérament calculateur et d'une froideur qui glaçait toute conversation trop intime. Son frère cadet, Lucien, plus impulsif et charmeur, tenait la vie mondaine du domaine entre ses mains, organisant des réceptions fastueuses où se mêlaient politiciens, industriels et membres de la noblesse décadente. Le patriarche Auguste, malade et reclus, régnait encore sur la maison, mais son influence déclinait, laissant ses fils libres d'agir sans contrôle. Juliette, qui avait grandi dans une atmosphère modeste, fut d'abord éblouie par la magnificence de Belle-Ombre, ses salons ornés de boiseries dorées, sa bibliothèque aux volumes anciens reliés de cuir, ses jardins géométriques taillés avec une précision presque militaire. Pourtant, derrière cette splendeur se cachait une tension sourde, comme une corde prête à se rompre. Dès les premières semaines de son mariage, elle remarqua les absences nocturnes d'Adrien, les conversations qui s'interrompaient brutalement à son approche, les zones interdites du château où même les domestiques n'osaient s'aventurer. Puis vinrent les disparitions. Un négociant en vin bordelais, un officier prussien à la retraite, une veuve italienne en pèlerinage vers Lourdes. Tous avaient passé une nuit à Belle-Ombre et aucun n'avait jamais été revu. Lors d'un dîner particulièrement tendu, Lucien, déjà ivre de cognac, proposa à son frère un pari qu'il qualifia de divertissement aristocratique, séduit à Juliette en moins de 15 jours. Il le fit avec un sourire insolent, levant son verre vers elle comme s'il lui proposait un toast empoisonné. Adrienne, au lieu de s'indigner, se contenta de hausser un sourcil, puis demanda calmement quelle mise accompagnerait ce jeu grotesque. 1000 francs et la moitié des parts de la distillerie de Libourne, répondit Lucien. Adrien sourit, glacé. Fait, mais si tu échoues, tu céderas ton appartement parisien. Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'était plus une épouse, mais un objet, une variable dans une équation de pouvoir. Dans les jours qui suivirent, Lucien déploya toutes les armes de sa séduction. Promenade romantique dans les jardins, lecture de poèmes symbolistes, confidences murmurées au coin du feu. Mais sous son charme se devinait une insistance malsaine, une volonté de sonder ses failles. Juliette, loin d'être la proie docile qu'il imaginait, commença à jouer son propre jeu. Elle observa, écouta, nota mentalement les incohérences, les tonneaux scellés dans les caves dont l'odeur n'avait rien à voir avec celle du vin, les registres de comptes codés, les lettres brûlées à moitié dans la cheminée d'Adrien, les traces récentes de terre fraîche derrière l'orangerie. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage, elle suivit Adrien jusqu'aux anciennes catacombes gallo-romaines sur lesquelles le château avait été construit. Là, elle découvrit un spectacle qui lui glaça le sang. Des rangées de sarcophages de pierre transformés en caches funéraires, chacun marqué d'un symbole discret correspondant aux initiales des disparus dont elle avait entendu parler. Plus terrifiant encore, un registre soigneusement tenu détaillait les acquisitions de la famille, noms, dates, montants extortés et même les méthodes employées pour éliminer ceux qui représentaient un risque. Juliette comprit alors
que Belle-Ombre n'était pas une demeure, mais une machine à tuer et à plier, perfectionnée sur plusieurs générations. L'hospitalité n'était qu'un leurre, les invités étaient drogués, dépouillés, puis enterrés sous les fondations mêmes de la maison. Pire encore, elle apprit que certaines disparitions n'étaient pas motivées par l'argent, mais par l'influence politique ou industrielle que les Delambre cherchaient à manipuler en éliminant des adversaires. Horrifiée, elle se demanda combien de ministres avaient voté des lois sous la menace invisible de ce réseau criminel. Sa peur mua en détermination. Lorsqu'elle fouillant plus profondément dans les archives, elle découvrit une lettre rédigée par une femme, nommée Claire, la première épouse d'Adrien, déclarée morte de la tuberculose 5 ans plus tôt. La lettre implorait quelconque la lirait de révéler la vérité sur les crimes de Belle-Ombre. Claire, comme Juliette, avait compris trop tard, et elle avait payé de sa vie. Cette découverte transforma la jeune femme. Elle ne fuirait pas. Elle détruirait Belle-Ombre de l'intérieur, même si cela impliquait de mourir avec lui. Dès lors, Juliette se mit à consigner chaque détail dans un carnet dissimulé derrière les lambris de sa chambre. Nom, lieu, somme, complicité. Elle établit une carte du domaine, indiquant l'emplacement probable des charniers. Elle étudia les poisons utilisés dans les laboratoires du domaine, notamment un extrait d'aconite, utilisé pour immobiliser les victimes. Elle apprit comment l'intendant modifiait les registres municipaux pour couvrir les disparitions. Et surtout, elle observa Lucien, son impulsivité, sa vanité, sa dépendance au vin, et Adrien, sa rigueur, ses routines, son obsession du contrôle. Chaque faiblesse devenait une arme potentielle. Plus elle découvrait, plus elle comprenait que la famille Delambre n'était pas seulement un clan de meurtriers, c'était un système, une institution criminelle enracinée dans les structures mêmes de la société française de la fin du XIXe siècle. Et ce système, elle jurait de l'abattre, même si cela impliquait de devenir elle-même l'ombre la plus dangereuse de Belle-Ombre. L'hiver s'installa sur la Dordogne avec une brutalité presque symbolique. Comme si le ciel lui-même voulait sceller le destin de Belle-Ombre sous une chape de glace et de silence. Les forêts qui entouraient le domaine, jadis vertes et bruissantes, se figèrent dans une immobilité funèbre, et les rares visiteurs qui osaient s'aventurer jusqu'au château repartaient avec l'impression d'avoir franchi la frontière d'un autre monde. Un monde où le temps semblait suspendu, où les murs eux-mêmes murmuraient des secrets qu'ils préféraient ne jamais révéler. Juliette, désormais consciente de la véritable nature de son nouveau foyer, vivait dans un état d'alerte constant, chaque sourire fin, chaque baiser froidement calculé, chaque geste méticuleusement orchestré pour ne pas éveiller les soupçons d'Adrien ou de Lucien. Elle savait qu'une seule erreur, un seul regard trop insistant vers les caves ou une question mal formulée au sujet des comptes pourrait signer son arrêt de mort. Pourtant, son esprit n'était plus celui d'une victime. Elle était devenue stratège, manipulatrice, architecte de sa propre survie. La première étape de son plan consista à gagner la confiance absolue de Lucien, dont l'ego surdimensionné en faisait la cible idéale. Elle feignit un intérêt sincère pour ses poèmes décadents, rit de ses plaisanteries vulgaires, accepta ses promenades nocturnes au clair de lune, et laissa même entendre que son mariage avec Adrien n'était pas aussi heureux qu'il le paraissait. Lucien, convaincu de sa supériorité, tomba dans le piège avec la naïveté d'un enfant et commença à lui confier des détails qu'il n'aurait jamais dû révéler. Il lui parlait des transactions menées à Marseille, où les Dujouvelets étaient fondus et revendus comme pièces d'orfèvrerie artisanale. Il mentionnait des politiciens à Paris, dont la carrière reposait sur l'argent sale des Delambre. Il avoua même que certaines des victimes étaient encore en vie, retenues dans une ancienne forteresse abandonnée près de Bergerac, utilisées comme pions pour extorter des concessions commerciales à leur famille. Ces aveux, que Juliette consigna soigneusement dans son carnet secret, transformèrent son projet de vengeance en mission de justice. Elle ne voulait plus seulement détruire Belle-Ombre, elle voulait que chaque rouage de cette machine infernale soit exposé à la lumière, que chaque complice sente la morsure de la honte et de la loi. Pourtant, le danger s'intensifia. Adrien, plus froid, plus méthodique, semblait pressentir un changement dans l'équilibre du pouvoir domestique. Il se montra plus attentif, plus suspicieux, posant des questions insidieuses sur les activités quotidiennes de Juliette, sur ses lectures, ses promenades, ses conversations avec les domestiques. Il fit remplacer plusieurs serviteurs de longue date par des hommes silencieux, au regard dur, des hommes qui n'étaient pas là pour servir, mais pour surveiller.
Juliette comprit alors que le temps jouait contre elle. Elle devait accélérer la cadence, rassembler les preuves nécessaires avant qu'Adrien ne décide de la faire disparaître comme tant d'autres avant elle. Une nuit, alors qu'une pluie fine battait les vitres de sa chambre, elle se glissa hors du lit conjugal et se rendit dans la bibliothèque, où elle savait qu'Adrien conservait ses documents les plus compromettants. Là, dissimulé derrière un faux panneau, elle découvrit un second registre, plus récent, plus détaillé, plus terrifiant encore que celui trouvé dans les catacombes. Il ne s'agissait plus seulement de meurtre pour l'argent ou d'élimination politique. Les Delambre étaient désormais impliqués dans un trafic à grande échelle de biens culturels, de secrets industriels et même d'êtres humains. Des noms de diplomates étrangers y figuraient, ainsi que des dates correspondant à des livraisons effectuées vers Londres, Bruxelles et Saint-Pétersbourg. Certaines entrées contenaient des initiales, accompagnées de sommes colossales, paiement pour le silence de fonctionnaires corrompus ou pour la disparition d'un témoin gênant. Ce registre était une bombe. Entre de mauvaises mains, il aurait pu faire tomber un gouvernement. Entre les siennes, il serait l'arme ultime pour anéantir Belombre. Mais chaque victoire rapprochait Juliette du danger. Quelques jours plus tard, alors que traversait les corridors des ais pour rejoindre la chapelle, elle surprit une conversation qui glaça son sang. Adrien et Lucien discutaient à voix basse dans le petit salon, et leurs mots, étouffés mais distincts, suffisaient à faire comprendre l'essentiel. « Elle sait quelque chose », disait Adrien. « Elle pose trop de questions, elle fouine partout. Il faut agir avant la fin du mois. »« Un accident ?» proposa Lucien d'un ton détaché. « Non, trop risqué. Sa famille poserait des questions. Il nous faut un scénario irréprochable. » Juliette se recula lentement, le cœur battant. Elle n'avait plus le luxe d'attendre. Si elle voulait survivre, elle devait frapper la première. Sa riposte prit la forme d'un jeu d'échecs médiculeux. Elle envoya anonymement des copies partielles du registre à un journaliste républicain connu pour ses enquêtes sur la corruption. Elle laissa volontairement certaines preuves à la portée de l'intendant, sachant qu'il les transmettrait à ses supérieurs et que cela créerait un climat de panique dans les rangs des complices. Elle commença également à préparer un poison à base de digital pour neutraliser Adrien, étudiant la posologie exacte dans les traités de botanique hérités de son père. Pendant ce temps, elle gagna la confiance des domestiques les plus anciens, ceux qui avaient vu trop d'horreurs pour ne continuer à se taire, en leur promettant une protection s'ils témoignaient le moment venu. Chaque geste était calculé, chaque mot pesé, chaque sourire une arme. Puis vint l'événement qui fit basculer l'équilibre. L'annonce d'un bal fastueux en l'honneur du ministre des Finances prévu pour la fin de janvier. Ce bal serait l'occasion rêvée. Des politiciens, des officiers de police, des juges, des banquiers, tous les soutiens de la famille seraient présents. S'ils tombaient, l'empire de Lambre s'écroulerait avec eux. Juliette élabora alors un plan audacieux, provoquer l'implosion de Belombre de l'intérieur en une seule nuit. Elle décida que ce serait ce soir-là qu'elle administrerait le poison à Adrien, qu'elle dévoilerait le registre aux invités et qu'elle mettrait en lumière les charnières qui ont chaussi le plancher. Mais pour que tout réussisse, elle avait besoin d'une dernière pièce, un témoin extérieur, incorrompible, dont le témoignage aurait du poids devant la justice. Elle pensa à Étienne Béraud, un inspecteur parisien qu'elle avait rencontré brièvement lors d'un séjour à Bordeaux et dont la réputation d'intégrité était légendaire. Utilisant un mot d'emprunt, elle lui écrivit une lettre détaillant les crimes de la famille et lui donna rendez-vous dans une auberge à une lieue de Belombre, la veille du bal. Si tout se passait bien, Étienne serait sur place pour arrêter Adrien et Lucien flagrant délit. Si elle échouait, elle savait qu'elle ne verrait pas la lumière du jour suivante. À mesure que la batte approchait, le château semblait retenir son souffle. Les préparatifs du bal occupaient toute l'attention, et nul ne se doutait que sous les lustres et les valses se préparait un acte de vengeance qui allait ébranler les fondations de la haute société française. Juliette, en robe de velours noir, regardait chaque détail avec un calme trompeur. Elle avait transformé sa peur en une arme, sa douleur en stratégie, sa haine en patience. Elle savait que dans ce monde pourri par le pouvoir et l'argent, la justice ne se présentait pas d'elle-même. Elle devait qu'être provoquée, arrachée, imposée. Et dans l'ombre de Belombre, elle s'apprêtait à la déclencher comme on déclenche une tempête. La nuit du bal arriva enfin, enveloppée d'un manteau d'hiver si glacial qu'il semblait vouloir figer le temps lui-même. Les cloches de l'église de Saint-Roch sonnaient 9 heures, lorsque les premiers attelages franchirent les grilles de Belombre, leurs lanternes découpant dans l'obscurité des halos de lumière tremblante. À l'intérieur du château, tout n'était que faste et splendeur.
Des guirlandes de roses blanches ornaient l'escalier principal, les miroirs reflétaient des lustres constellés de bougies, et un orchestre venu spécialement de Paris faisait résonner les premiers accords d'une valse viennoise. Juliette, vêtue d'une robe de soie couleur d'onyx, ses cheveux relevés dans une coiffure savamment étudiée, se tenait au sommet de l'escalier, accueillant les invités avec un sourire qui dissimulait la tempête de calcul et de peur qui faisait rage en elle. Chacun de ces visages élégants, ministres, banquiers, juges, officiers, industriels, représentait une pièce du puzzle infernal que les Delambre avaient patiemment assemblé au fil des décennies. Certains étaient complices conscients, d'autres pantins manipulés par des dettes ou des secrets compromettants, d'autres encore simplement aveugles, profitant sans se poser de questions. Juliette les saluait tous avec une grâce impeccable, tout en gravant mentalement chaque détail de leur présence. Qui parlait à qui semblait nerveux, qui jetait des regards vers Adrien. Elle savait que, d'ici l'aube, cette assemblée ne serait plus qu'un champ de ruines politiques et sociales. Adrien, impeccable dans son habit noir et son gilet brodé d'argent, circulait parmi les invités avec une aisance qui frôlait l'arrogance. Il avait cette expression sereine qu'il adoptait toujours lorsqu'il croyait avoir tout sous contrôle. Lucien, lui, rayonnait d'une énergie fébrile, plaisantant, trinquant, glissant des mots flatteurs à l'oreille des femmes et des promesses empoisonnées dans celles des hommes. Aucun des deux ne se doutait que chaque sourire de Juliette cachait une intention meurtrière, que chaque verre servi cette nuit avait été soigneusement pesé dans le plan méticuleux qu'elle avait échafaudé. Vers 11 heures, alors que la fête battait son plein et que la salle de bal résonnait d'un quadrille endiablé, Étienne Béraud fit son entrée. Il portait une redingote sombre et un regard perçant qui semblait voir au-delà des dorures et des sourires. Juliette le reconnut immédiatement, bien qu'il se présentât sous un nom d'emprunt comme prévu. Il lui fit un signe imperceptible depuis l'autre côté de la salle, un simple mouvement de tête qui signifiait « Je suis là ». Son cœur s'allégea un instant. Elle n'était plus seule. La première phase de son plan consistait à isoler Adrien. Elle avait appris ses habitudes. À minuit, il se retirait toujours dans son bureau privé pour consulter le livre de compte du mois, une routine qu'il considérait comme inviolable même lors d'événements mondains. Juliette s'assura donc que l'horloge sonnerait les 12 coups au moment précis où elle verserait quelques gouttes de digital dans le verre de cognac qu'il exigeait toujours après le repas. Le poison, lent et subtil, provoquerait d'abord une faiblesse musculaire, puis des arythmies, enfin une paralysie cardiaque. Mais elle ne voulait pas qu'il meure immédiatement. Elle voulait qu'il vive assez longtemps pour entendre les accusations qui allaient s'abattre sur lui. Tandis que les invités se pressaient dans la galerie pour admirer un feu d'artifice tiré depuis les jardins, Juliette s'éclipsa discrètement vers le bureau. Adrien y était déjà, penché sur ses registres, concentré comme un banquier devant son trésor. « Tu n'assistes pas au feu d'artifice » demanda-t-il sans lever les yeux. « J'ai mal à la tête » répondit-elle doucement, en s'approchant de la table. Il leva enfin le regard, la dévisagea un instant puis hocha la tête. « Tu es trop fragile pour ce genre de mondanité. » Elle sourit intérieurement, il ne se doutait de rien. Elle versait le poison dans son verre alors qu'il tournait le dos pour consulter une carte d'expédition. Lorsqu'il revint à s'asseoir, il but sans réfléchir. Le piège s'était refermé. À ce moment précis, Lucien entrant dans la pièce, l'air un peu éméché mais méfiant. « Que faites-vous tous les deux ici » demanda-t-il d'un ton faussement léger. Adrien haussa les épaules. « Rien d'important. Juliette avait besoin de calme. » Lucien plissa les yeux, puis s'approcha de Juliette. « Tu n'as pas l'air tranquille, ma chère. Tu caches quelque chose ?» Elle soutint son regard sans briller. « Je me demande simplement combien de temps au corps ce château pourra supporter tout ce sang sous ses fondements. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu l'entendre tomber. Adrien pâlit légèrement, Lucien serra les poings. « De quoi parlez-vous » siffla-t-il. Juliette sortit calmement un petit carnet de son corsage, une copie soigneusement rédigée de ses notes, et le posa sur la table. « De ça, de tout ce que vous avez fait, des noms, des dates, des sommes, de clercs, de ceux que vous avez enlevés, torturés, enterrés ici. » Lucien se jeta vers elle, mais Étienne apparut alors dans l'embrasure de la porte, suivi de 2 gendarmes armés. « Je crois que la partie est terminée, messieurs, » déclara l'inspecteur d'une voix glacée. La scène qui suivit fut un chaos surréaliste. Les invités, alertés par les cris, affluèrent vers le bureau et furent accueillis par la vision d'Adrien s'effondrant lentement,
incapable de comprendre pourquoi ses muscles refusaient d'obéir, tandis que Lucien, enragé, tentait de se débattre contre les officiers qui le menottaient. Juliette, droite comme une statue, observa la chute de l'Empire de l'Ambre avec satisfaction mêlée d'un profond dégoût. Des décennies de meurtres, de manipulation et de corruption s'effondraient en quelques minutes, non pas sous le poids d'une armée ou d'un tribunal, mais sous le poids d'une femme qu'ils avaient sous-estimée. Pourtant, même dans ce moment de triomphe, le danger n'était pas écarté. Plusieurs invités influents commencèrent à hurler exigeant qu'on mette fin à ce scandale, accusant Juliette de mensonge, certains tentant même de soudoyer les gendarmes sur place. L'inspecteur Béraud resta inflexible. Ce que nous avons trouvé dans les caves du château suffit à condamner 100 hommes, et ce n'est que le début. Les heures qui suivirent étaient un tourbillon d'arrestations, d'interrogatoires improvisés et de perquisitions. Les caves furent ouvertes devant les invités horrifiés, révélant les vestes mumifiées de ceux qui n'avaient jamais quitté Belle-Ombre. Les catacombes furent explorées, leurs murs gravés de noms effacés de l'histoire officielle. Dans une crypte scellée, on découvrit même une pièce emplie de portraits des victimes, soigneusement classés, comme si Adrien avait voulu immortaliser son œuvre criminelle. Mais au milieu de cette orgie de révélations, Juliette comprit que tout n'était pas terminé. Car si Adrien et Lucien tombaient, d'autres prendraient leur place. Les noms dans les registres, ministres, magistrats, financiers, représentaient une hydre dont les têtes repousseraient si on ne tranchait pas la racine. Et elle savait que la racine ne se trouvait pas seulement à Belle-Ombre. Elle se trouvait à Paris, dans les salons du pouvoir, dans les conseils d'administration, dans les loges discrètes où se décidaient les lois. Ce soir-là, alors que l'aube teignait le ciel d'un gris livide et que les gendarmes emmenaient les frères de l'Ambre enchaînés vers une prison de Bordeaux, Juliette prit une décision qui changerait sa vie pour toujours. Elle ne s'arrêterait pas. Ce qu'elle avait commencé ici, elle le terminerait, là où tout avait été conçu. Belle-Ombre n'était que la première bataille d'une guerre bien plus vaste. Et pour la première fois depuis des mois, elle ne sentit pas la peur, mais une liberté brûlante coulait dans ses veines. Elle avait arraché la vérité aux ténèbres et désormais, elle comptait l'exposer au grand jour. Le procès des frères de l'Ambre, ouvert à Bordeaux au printemps 1898, fit l'effet d'un cataclysme sur toute la France. Les journaux à grand tirage publiaient chaque jour des articles aux titres incendiaires « Le sang sous les roses »,« Le château de la mort »,« Grime d'État »,« La main invisible de Belle-Ombre ». Et les foules se pressaient devant le tribunal comme pour assister à un spectacle. Jamais dans l'histoire récente, on n'avait vu une affaire mêlant à ce point l'aristocratie, la politique, la finance et le crime organisé. Pourtant, derrière la façade d'indignation publique, Juliette savait que l'ombre des de l'Ambre s'étendait encore loin au-delà des murs du tribunal. Dans les salons dorés de la capitale, on complotait déjà pour minimiser les dégâts, pour étouffer certaines révélations trop compromettantes, pour sauver des réputations dont dépendait l'équilibre du pouvoir. L'acte d'accusation contre Adrien et Lucien ne couvrait qu'une partie de leurs crimes : meurtre, extorsion, enlèvement, corruption d'agents de l'État. Mais il taisait sciemment les noms de plusieurs ministres, de 3 magistrats et de 2 préfets directement impliqués dans leurs activités. Juliette, qui assistait à chaque audience dissimulée sous un voile noir, sentit grandir en elle une colère glaciale. Elle avait risqué sa vie pour que la vérité éclate, et voilà que la justice se contentait d'une version édulcorée, un récit calibré pour apaiser l'opinion publique sans renverser l'ordre établi. C'est alors qu'elle reçut une lettre anonyme déposée discrètement sous la porte de sa modeste pension bordelaise. Elle n'était signée que d'une initiale, V. Mais le contenu la fit frissonner. « Vous avez frappé à la porte. Voulez-vous l'ouvrir entièrement ? Rendez-vous au Café de la République, mardi, 19 h. » La curiosité l'emporta sur la prudence. Le soir venu, elle s'assit dans un coin discret du café enfumé et observa la salle. Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un manteau usé et d'un chapeau élimé, s'approcha de sa table. « Madame Morel, ou dois-je dire Madame de l'Ambre ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Je m'appelle Victor Lenoir. Je travaille pour un journal qui n'existe pas officiellement. Nous enquêtons sur les ramifications politiques de l'affaire Belle-Ombre, et nous pensons que vous êtes la clé. » Pendant des heures, ils parlèrent. Victor lui révéla ce qu'elle soupçonnait déjà.
Belombre n'était que la partie visible d'un réseau tentaculaire qui liait les grandes fortunes industrielles au plus haut cercle du pouvoir républicain, des contrats publics truqués, des campagnes électorales financées par l'argent du crime, des lois écrites sur mesure pour protéger certains intérêts. Tout cela était relié, d'une façon ou d'une autre, aux Delambre. « Vous avez fait tomber la façade, madame », dit Victor en posant ses coudes sur la table. « Mais derrière, il y a une forteresse. Si vous êtes prête à aller plus loin, nous pouvons vous aider. » Juliette hésita. Elle avait déjà risqué sa vie une fois. Pourtant, une voix intérieure lui soufflait que si elle s'arrêtait maintenant, tout ce qu'elle avait fait n'aurait servi à rien. Elle accepta. Ce fut le début d'une alliance clandestine. Victor et son équipe, une poignée de journalistes d'investigation, d'anciens policiers et d'avocats idéalistes, mirent à sa disposition un réseau d'informations et de contacts. Ensemble, ils commencèrent à rassembler les preuves d'un scandale plus vaste, des lettres compromettantes, des comptes bancaires cachés en Suisse, des correspondances chiffrées entre politiciens et industriels. Tout cela, grâce à sa connaissance intime des affaires Delambre, devint leur informatrice la plus précieuse. Elle leur raconta tout. Les transactions passées avec les députés pour étouffer certaines affaires, les visites secrètes d'ambassadeurs étrangers, les noms codés dans les registres. Chaque détail était une pierre supplémentaire dans l'édifice de vérité qu'ils bâtissaient. Mais plus ils approchaient du cœur du système, plus le danger grandissait. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, elle remarqua une silhouette la suivant à distance. Les jours suivants, elle trouva des messages menaçants glissés sous sa porte, puis ce fut un chat égorgé sur le seuil. Enfin, un soir de mai, un inconnu tenta de la pousser sous les roues d'une calèche. Elle échappa de juste, mais comprit que les puissances qu'elle affrontait n'hésiteraient pas à la faire taire. Victor lui proposa de quitter la France. « Vous avez déjà fait votre part, insista-t-il. Laissez-nous terminer. » Mais Juliette refusa catégoriquement. « Si je pars maintenant, ils gagneront. » Ce fut cette détermination qui la conduisit à Paris, au cœur même du nid de vipères. Elle s'installa dans un petit appartement du quartier latin sous un nom d'emprunt et continua à aider Victor depuis l'ombre. Ensemble, ils décidèrent de frapper un grand coup, publier un dossier explosif dévoilant les liens entre Belombre et le gouvernement. Ils prévoyaient de le diffuser simultanément dans plusieurs journaux radicaux et de le remettre à des députés de l'opposition prêts à exiger une commission d'enquête parlementaire. Mais leurs ennemis agissaient plus vite. 3 jours avant la publication prévue, Victor fut arrêté sous une accusation fabriquée de toutes pièces et emprisonné à la santé. 2 membres de son équipe disparurent, et Juliette reçut une lettre glaçante portant le sceau du ministère de l'Intérieur « Restez silencieuse ou votre passé vous rattrapera ». Elle comprit alors que la République elle-même était complice. L'État n'allait pas punir les Delambre, il allait les protéger pour se protéger lui-même. La colère qu'elle ressentit ce jour-là ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu. Ce n'était plus la rage d'une victime, mais celle d'une combattante. Elle prit alors une décision radicale. Si la justice officielle refusait d'agir, elle créerait sa propre justice. En secret, elle contacta des cercles républicains radicaux, des anarchistes, des syndicalistes, des républicains d'extrême gauche qui voyaient dans l'affaire Belombre l'illustration de tout ce qu'ils haïssaient, l'alliance de l'argent, du pouvoir et du sang. À sa grande surprise, elles l'accueillirent comme une héroïne et lui promirent leur soutien. Leur plan était audacieux. Pendant la prochaine session parlementaire, ils feraient éclater un scandale public en distribuant des copies du dossier dans l'enceinte même de la Chambre des députés, tout en organisant une série de manifestations dans les principales villes du pays. Juliette devait jouer un rôle central. C'est elle qui apparaîtrait publiquement pour dénoncer les crimes, mettant sa vie en danger, mais forçant la presse à s'intéresser à son témoignage. Elle n'hésita pas. Sa vie n'avait plus de valeur si elle ne servait à montrer le sang de ceux qui se croyaient intouchables. Et c'est ainsi que le 14 juillet 1898, date hautement symbolique de la Révolution, elle entra pour la première fois dans l'hémicycle du Palais Bourbon, vêtue d'un simple tailleur noir, portant sous son bras un dossier capable de faire trembler la République jusqu'à ses fondations. Ce jour-là, Juliette Delambre cessa d'être une veuve vengeresse. Elle devint un symbole, l'ombre qui révélait la lumière, la voix qui dénonçait ce que tant d'autres taisaient. Et dans les couloirs du pouvoir, les premiers frissons de panique commencèrent à se faire sentir.
Le 14 juillet 1898 restera gravé dans l'histoire de la Troisième République, non pas pour ses défilés patriotiques ou ses feux d'artifice, mais pour l'explosion d'un scandale qui faillit renverser tout un régime. Lorsque Juliette franchit les lourdes portes du Palais Bourbon ce matin-là, une foule immense se pressait déjà sur les quais de la Seine, brandissant des pancartes qui dénonçaient la République des assassins et exigeaient la vérité sur Belombre. Le dossier qu'elle portait sous son bras contenait plus de 300 pages de preuves irréfutables. Lettres, contrats, registres bancaires, télégrammes, correspondances codées, témoignages de domestiques et d'anciens complices. Chaque page était un clou dans le cercueil de l'édifice de corruption qui liait les Delambre à des ministres, des préfets, des magistrats et des industriels. Lorsque le président de la Chambre, visiblement nerveux, lui donna la parole, un silence de plomb s'abattit sur l'hémicycle. Juliette parla d'une voix claire, sans trembler. Elle raconta tout. Les crimes commis à Belombre, les enlèvements, les meurtres, les disparitions, l'argent blanchi à travers des sociétés écrans, les lois votées sous la menace, les campagnes électorales achetées avec du sang. Elle cita des noms, donna des dates, lut des extraits de lettres signées de la main même de plusieurs députés présents dans la salle. « Vous avez fait de la République un instrument de prédation, déclara-t-elle, ses yeux brillants d'une colère contenue. Vous avez transformé la loi en complice du crime. Mais aujourd'hui, ce masque tombe. » Un brouhaha camtique éclata immédiatement. Certains députés crièrent à la trahison, d'autres quittèrent la salle en hurlant qu'ils n'assisteraient pas à ce théâtre anarchiste, mais d'autres, les plus jeunes, les plus idéalistes, se levèrent pour l'applaudir. Le tumulte atteignit son paroxysme lorsqu'un député de la majorité tenta de l'accuser de mensonge et qu'elle répondit en brandissant une lettre signée de sa main, prouvant son implication directe dans une affaire d'extorsion liée à Belombre. À l'extérieur, la situation dégénéra. Des milliers de manifestants, galvanisés par la rumeur de ce qui se passait à l'intérieur, affrontèrent la police sur les marches du Palais Bourbon. Des pierres volèrent, des coups de feu furent tirés, des chevaux paniquèrent. Paris n'avait pas connu une telle effervescence depuis la Commune. Dans les jours qui suivirent, la France tout entière se divisa. Les journaux républicains radicaux saluèrent Juliette comme « la conscience de la nation », tandis que les conservateurs la qualifièrent de sorcière manipulée par les ennemis de l'État. Des procès furent ouverts, des carrières brisées, des fortunes anéanties. 3 ministres démissionnèrent, 2 préfets furent arrêtés, et un ancien président du Conseil s'exila à Londres pour éviter la prison. Mais Juliette savait que tout cela n'était que la surface. Le cœur du système, celui qui liait le crime à l'État, restait intact, protégé par des réseaux d'influence bien plus puissants que ce qu'elle avait imaginé. Et ceux qu'elle avait défiés n'avaient pas l'intention de la laisser vivre assez longtemps pour partir un second coup. Une nuit d'août, alors qu'elle rentrait d'une réunion secrète avec Victor Lenoir, une explosion détruisit l'immeuble où elle vivait. Elle échappa à la mort de justesse, n'ayant été retardée que par une panne de fiacre. Les enquêteurs officiels conclurent à une fuite de gaz, mais elle savait que c'était une tentative d'assassinat. Elle changea alors de méthode. Plutôt que d'attaquer directement, elle choisit de devenir invisible, de se fondre dans l'ombre du tumulte qu'elle avait créé. Sous une fausse identité, elle rejoignit un groupe clandestin de militants républicains radicaux qui planifiait une série d'actions coordonnées. Sabotage, publications anonymes, fuites ciblées vers la presse étrangère, elle contribua à rédiger des pamphlets distribués dans tout le pays, dénonçant l'empire du crime qui gouvernait la République. Chaque semaine, un nouveau scandale éclatait. Un juge accusé d'avoir falsifié des preuves, un député surpris en flagrant délit de corruption, un banquier suicidé après la découverte de comptes secrets liés à Belombre. L'opinion publique, déjà ébranlée, commença à basculer. Des villes entières se mirent en grève, des étudiants occupèrent les universités. Dans certaines régions, des unités de la garde nationale refusèrent d'obéir aux ordres de dispersion des manifestations. Le gouvernement vacillait. C'est alors qu'une rumeur se répandit. Adrien Delambre, condamné à perpétuité, aurait réussi à s'évader de la prison de Bordeaux avec l'aide de complices puissants. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Juliette, qui croyait en avoir fini avec lui, sentit une peur glaciale remonter en elle. Est-ce vrai ou une manœuvre pour la déstabiliser ?
Les jours suivants confirmèrent l'impensable. Un convoi transportant des documents judiciaires liés à Bellombre fut attaqué, 2 gardes furent tués et un témoin clé disparut. Tout indiquait qu'Adrien était libre et qu'il voulait reprendre le contrôle. Victor l'a prévenu. S'il te retrouve, il ne fera pas d'erreur cette fois. Juliette refusa de fuir. Si c'est la fin, alors elle aura lieu ici. Elle intensifia ses efforts, décidée à précipiter l'effondrement du système avant qu'Adrien ne puisse le sauver. Dans un ultime acte de défi, elle fit publier dans le journal du peuple l'intégralité du dossier Bellombre, sans caviardage, sans censure, incluant les noms les plus puissants de France. Le choc fut sans précédent. Le lendemain, des manifestations éclatèrent dans 32 villes. Des bâtiments administratifs furent incendiés. À Paris, une foule immense marcha sur l'Assemblée nationale en scandant son nom. Le gouvernement décréta l'état d'urgence. Des rumeurs de coup d'État commencèrent à circuler. Et au milieu de ce chaos, un message anonyme parvint à Juliette. « Nous avons des affaires inachevées. A.D. » Elle savait ce que cela signifiait. Adrien n'était pas seulement vivant, il venait pour elle. Et leur confrontation finale, plus qu'une vengeance personnelle, serait le point culminant d'une lutte pour l'âme même de la France. L'hiver 1899 s'abattit sur Paris comme une malédiction, un manteau de givre et de cendres sous lequel la République semblait agoniser. Les rues résonnaient de cris et de chants révolutionnaires, les murs étaient couverts d'affiches appelant à la chute du gouvernement, et les places publiques, autrefois théâtre de célébrations patriotiques, s'étaient transformées en champs de bataille où les manifestants affrontaient la garde républicaine. La publication intégrale du dossier Bellombre avait agi comme une détonation dans une poudrière. Tout ce que Juliette et Victor avaient prévu et redouté se produisait désormais. Le pouvoir chancela, les ministères tombèrent les uns après les autres, des procès s'ouvrirent à un rythme effréné et les journaux étrangers parlaient d'une seconde révolution française. Mais pour Juliette, tout cela n'était que toile de fond d'un drame bien plus intime. Adrien était libre et il la traquait. Chaque jour apportait son lot de rumeurs, un témoin assassiné dans une ruelle de Montmartre, un juge abattu devant son domicile, un imprimeur retrouvé pendu dans son atelier après avoir publié un pamphlet favorable à Juliette. Tout portait la marque d'Adrien, sa précision, sa patience, son sadisme. Puis, un matin de décembre, une lettre scellée d'un cachet noir arriva à son domicile secret. L'écriture, élégante et glaciale, ne laissait aucun doute sur l'expéditeur. Notre histoire ne s'achève pas dans l'ombre des tribunaux ni sous les cris de la foule. Elle s'achève là où tout a commencé. Je t'attendrai à Bellombre. Viens seul ou d'autres paieront le prix. A.D. Juliette resta longtemps immobile, la lettre tremblant entre ses doigts. Tout en elle criait qu'il s'agissait d'un piège, mais elle savait aussi que c'était la seule façon de mettre fin à cette spirale de mort. Elle accepta. 3 jours plus tard, elle quitta Paris sous une fausse identité, traversa la campagne en diligence et atteignit la Dordogne au crépuscule. Bellombre se dressait toujours, silhouette noire contre un ciel de plomb, bien que ses fenêtres aient été murées et ses jardins envahis par les ronces. L'État l'avait saisi après le procès, mais personne n'avait osé s'en approcher depuis. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Elle entra seule, une lanterne à la main, chaque pas résonnant sur les dalles froides comme un écho venu d'un autre temps. Dans le grand salon, Adrien l'attendait. Il avait changé. Amaigri, le visage creusé, les yeux brûlants d'une haine presque inhumaine, il ressemblait moins à l'homme qu'elle avait épousé qu'à un spectre revenu d'outre-tombe. « Tu as tout détruit, dit-il d'une voix calme, presque douce. Ma famille, mon nom, mon œuvre. Mais tu n'as pas gagné. Tu n'as fait que libérer des farces que tu ne pourras jamais contrôler. » Juliette s'avança, posant sa lanterne sur une table poussiéreuse. « Je n'ai rien détruit que tu n'aies déjà condamné toi-même. Tu as construit ton empire sur la mort et le mensonge. Je ne fais que révéler ce que tu es vraiment. » Adrien éclata d'un rire sec, sans joie. « Révéler? Tu crois que ces gens veulent la vérité? Ils veulent des coupables à lyncher, des héros à adorer. Ils te détruiront comme ils m'ont détruit. Tu n'es pas une justicière, Juliette. Tu es simplement une autre pierre dans la machine. » Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce que leur visage ne fût plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je pourrais te tuer maintenant, » murmura-t-il. « Je pourrais mettre fin à tout ceci en un seul geste. » Elle ne recula pas. « Alors fais-le. Mais sache que même si je meurs ici, le monde ne sera plus jamais celui que tu as façonné. Tes crimes sont connus,
tes alliés se cachent. Ton nom est synonyme de honte. » Le silence s'étira, lourd, insoutenable. Puis Adrien recula légèrement, un éclat étrange dans le regard. « Tu penses avoir gagné parce que tu as détruit mon monde, mais tu as créé un monstre bien plus pire, un peuple qui ne croit plus en rien. Tu as ouvert une porte que tu ne pourras jamais refermer. » Il sortit un revolver de sa veste et le pointa sur elle. « Et pourtant, je ne peux pas te laisser vivre. » Juliette fermait les yeux, attendant le coup. Mais il ne vint pas. Un claquement sec retentit, suivi d'un souffle court. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Adrien tenait toujours l'arme, mais tourné vers lui-même. « J'ai préféré choisir ma fin, » murmura-t-il, avant d'appuyer sur la gâchette. Le bruit de la détonation résonna dans la salle vide, suivi d'un silence absolu. Adrien Delambre s'effondra une expression étrange de soulagement sur le visage. Juliette resta longtemps immobile, incapable de bouger ou de penser. Il était mort. La figure centrale de tout ce cauchemar, l'homme qui avait détruit tant de vies, venait de mettre fin à la sienne. Et encore, elle ne ressentit ni joie ni triomphe qu'une immense lassitude. Elle passa la nuit entière à Belle-Ombre, errant dans les couloirs comme une âme en peine, visitant les pièces où tout avait commencé, la bibliothèque où elle avait découvert les registres, les caves où les victimes avaient été enterrées, la chambre où elle avait juré vengeance. À l'aube, elle quitta le château pour ne plus jamais y revenir. L'histoire pourtant ne s'arrêta pas là. Le suicide d'Adrien fit la une des journaux du monde entier et provoqua une onde de choc politique encore plus forte que son procès. Des centaines de nouveaux procès s'ouvrirent, des nouvelles révélations surgirent, et l'État, ébranlé dans ses fondations, fut contraint d'adopter une série de réformes majeures, contrôle plus accru des dépenses publiques, limitation de l'influence des grandes fortunes, création d'un corps d'enquête indépendant chargé de surveiller les activités gouvernementales. La loi Delambre, votée en 1900, devint l'un des textes fondateurs de la démocratie moderne française. Quant à Juliette, elle disparut des radars publics. Certains affirment qu'elle partit vivre en Suisse sous un nom d'emprunt. D'autres prétendent qu'elle rejoignit un réseau clandestin de journalistes en exil. Une rumeur tenace raconte qu'elle aurait été vue des années plus tard en Amérique du Sud, travaillant dans une mission pour orphelins. Personne ne sut jamais la vérité. Mais dans les cercles politiques et journalistiques, son nom continuait d'être prononcé à voix basse, avec un mélange de crainte et de respect. Elle n'avait pas seulement détruit une famille criminelle, elle avait exposé les entrailles pourries d'un système entier et inspiré une génération entière de citoyens à demander des comptes à ceux qui les gouvernaient. Belle-Ombre, laissée à l'abandon, tomba lentement en ruine. Les ronces envahirent les escaliers, les toits se frondèrent, et les murs, jadis symboles de puissance et de terreur, furent engloutis par la forêt. Mais certains soirs d'automne, les habitants de Saint-Roch affirmaient entendre porter par le vent un murmure qui résonnait à travers les pierres effritées, celui d'une femme qui avait défié l'impossible et changé le cours de l'histoire. Une légende naquit alors, celle de l'ombre de Belle-Ombre, non pas un spectre, mais une idée, un avertissement. Pour tous les puissants, aucun crime n'est éternel, aucune injustice n'est invincible, et parfois il suffit d'une seule femme pour faire tomber un empire.